Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, coaching. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, ce moment précis où une accusation de harcèlement surgit dans une organisation, ce qui se met immédiatement en mouvement autour, et toutes ces réactions apparemment logiques qui, sans que personne ne l'ait voulu, aggravent la situation pour tout le monde. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière la distinction absolument fondamentale entre souffrance, fait et qualification juridique. Les 10 erreurs collectives les plus coûteuses après un signalement et la posture exacte qui permet de ne pas devenir acteur de la crise au moment où vous croyez la gérer. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à désamorcer la situation avant qu'elle ne soit irréversible. Si vous êtes en conflit ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Quand une accusation de harcèlement apparaît, le premier danger, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé avant, c'est aussi ce qui commence à se passer autour. Très vite, les regards changent. Les collègues observent autrement. Les conversations de couloir prennent de l'importance. Le manager hésite. Les RH se crispent. Et les personnes directement concernées se sentent souvent soit menacées, soit déjà jugées. Tout cela se produit parfois en quelques heures, avant même que quiconque ait analysé quoi que ce soit, avant même qu'une procédure ait été déclenchée. Et cette réactivité collective, si elle n'est pas maîtrisée, peut faire autant de dégâts que les faits initiaux eux-mêmes. C'est pour cela qu'il faut être très précis dès le départ. Une accusation de harcèlement, ce n'est jamais rien. Ce n'est jamais quelque chose qu'on balaie d'un revers de main. Mais ce n'est pas non plus à elle seule une preuve juridique. Et c'est là qu'il faut tenir deux vérités en même temps. Et cette capacité à tenir deux vérités simultanées est précisément ce qui distingue une gestion compétente d'une gestion qui aggrave. Première vérité, il ne faut ni banaliser, ni laisser faire des faits graves. Le harcèlement moral est interdit par la loi. L'employeur a une obligation de prévention et de protection. Cette obligation, elle est sérieuse et non négociable. Deuxième vérité, il ne faut pas transformer trop vite une personne mise en cause en coupable déjà qualifié. Une allégation doit être traitée sérieusement, mais aussi avec méthode, équité et présomption d'innocence. Le défenseur des droits insiste justement sur la nécessité d'un recueil sécurisé, d'une information adaptée des personnes et d'une procédure sérieuse. Tenir ces deux vérités simultanément, sans sacrifier l'une pour l'autre, sans osciller entre la banalisation et l'emballement, c'est précisément ce qui est le plus difficile dans ce type de situation. C'est aussi ce qui est le plus nécessaire. Alors il y a une confusion très fréquente que je veux démêler dès maintenant, parce qu'elle est à la source de beaucoup d'erreurs. C'est la confusion entre trois choses qui ne sont pas la même chose. La souffrance, les faits et la qualification juridique. D'abord, il y a la souffrance. Et la souffrance, il faut la prendre au sérieux, toujours, sans condition. Quelqu'un peut vivre une dégradation réelle de ses conditions de travail avec de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'appréhension, une perte de confiance, une difficulté à entrer dans un bureau, à répondre à un message, à se rendre à une réunion. Une collaboratrice commence à ressentir une boule au ventre. Chaque matin avant d'aller travailler, elle relit plusieurs fois ses mails avant de les envoyer. Elle évite certaines réunions. Elle dort mal. À ce stade, on ne sait pas encore juridiquement ce qu'il en est. Mais on sait déjà qu'il y a une souffrance réelle. Et cette souffrance a de la valeur clinique et humaine. Elle mérite une réponse, indépendamment de ce que la qualification juridique donnera. Ensuite, il y a l'analyse des faits.
Parce qu'en droit, le harcèlement moral ne se réduit pas à un ressenti. Le Code du travail vise des agissements répétés qui ont pour objet, pour effet, une dégradation des conditions de travail, au point de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale, ou de compromettre l'avenir professionnel. 2 mots-clés dans cette définition. D'abord, agissement répété. Cela veut dire qu'on ne parle pas d'un simple désaccord ponctuel, ni d'un recadrage isolé, ni d'un mail sec à lui seul. On parle d'une dynamique, d'une répétition, d'un enchaînement. Un manager fait régulièrement des remarques en réunion à un collaborateur précis, toujours sur le même ton, toujours devant les autres, parfois avec des sous-entendus sur ses compétences. Une remarque isolée, ce n'est pas du harcèlement. Mais répétée, ciblée dans un contexte hiérarchique, cela commence à produire autre chose. La répétition est le critère central. Retenez-le. 2e mot-clé. Objet ou effet. Cela veut dire qu'une personne peut soutenir qu'elle plaisantait, qu'elle exigeait simplement du travail, qu'elle n'avait pas voulu blesser. Ce n'est pas suffisant pour neutraliser la qualification, si dans les faits il y a répétition et dégradation. L'intention ne suffit pas à effacer les faits. C'est une précision juridique importante, et elle change beaucoup de choses dans la manière d'analyser les situations et d'intervenir. Attention cependant, cela ne veut pas dire que tout comportement maladroit devient du harcèlement. Cela veut dire qu'il faut examiner précisément l'impact produit, la fréquence, le contexte, l'asymétrie de pouvoir, les réactions déjà exprimées et la persistance éventuelle malgré l'alerte. Puis il y a les 3 niveaux que j'ai déjà évoqués dans notre épisode précédent et que je rappelle ici parce qu'ils sont centraux. Le conflit ordinaire, la situation relationnelle dégradée et la situation qui peut relever du harcèlement. De l'extérieur, ces 3 niveaux peuvent parfois se ressembler. Et c'est ce qui complique tout. Et ce qui exige une lecture fine, pas une réaction rapide. Alors, je veux maintenant vous parler de ce qui se passe à l'intérieur, chez les personnes directement impliquées. Parce que comprendre ces mécanismes psychologiques vous permettra d'interpréter les comportements que vous observez sans tomber dans les pièges les plus fréquents. Chez la personne qui signale les faits, on peut observer de l'hypervigilance. Le système nerveux se met à scanner le danger partout. Des signes auparavant tolérés deviennent massivement saillants. Un regard, un silence, un message bref peuvent être vécus comme menaçants. C'est une réponse adaptative d'un organisme sous stress chronique. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paranoïa, c'est un système d'alerte qui s'est emballé parce qu'il a été souvent activé. On peut aussi observer de la rumination. L'épisode est rejoué mentalement, réinterprété, rabouté à d'autres scènes. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas forcément de l'exagération volontaire. C'est parfois un psychisme sous tension qui tente de donner du sens à ce qu'il a vécu et qui cherche à comprendre pour se protéger. Donc voilà pour la personne qui signale les faits. Chez la personne mise en cause, on voit souvent quelque chose de très différent, de la dissonance cognitive. Je ne suis pas quelqu'un de malveillant, donc ce qu'on me reproche ne peut pas être vrai. Ou une minimisation défensive. J'exige simplement que le travail soit fait. Je suis directe, c'est tout. On ne peut plus rien dire. Ces réactions ne sont pas nécessairement des signes de culpabilité dissimulée. Elles peuvent être des réactions authentiques de quelqu'un qui ne se représentait pas l'effet de ses comportements. Mais elles ne suffisent pas non plus à neutraliser la question des faits. Le fait qu'une personne ne se vive pas comme harcelante ne suffit pas à l'innocenter ni à la condamner. Il faut sortir des identités figées. Ce qui compte, ce sont les faits, leur répétition, leur effet et le contexte. Pas les portraits psychologiques que chacun brosse de lui-même ou de l'autre. Et il faut aussi éviter une psychologisation paresseuse qui consiste à distribuer des étiquettes, dire trop vite,
Oui, c'est un pervers narcissique. Oui, c'est une parano. Ah, mais c'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un d'autoritaire. Ces étiquettes ne remplacent jamais l'analyse. Au mieux, elles rassurent ceux qui les posent. Au pire, elles défigurent une situation réelle et empêchent d'y répondre correctement. Alors l'allégation ne touche pas seulement les deux personnes directement concernées, elle dépasse toujours les protagonistes et peut désorganiser l'ensemble du fonctionnement d'une équipe. C'est une réalité que l'on sous-estime presque systématiquement. Dans le collectif, les membres de l'équipe se mettent à filtrer les faits selon leur proximité, leur loyauté, leur peur ou leur intérêt. Certains minimisent, d'autres amplifient, certains évitent, d'autres racontent. Les témoins se demandent ce qu'ils ont le droit de dire. Le manager peut craindre de mal faire. Et le collectif perd progressivement un espace de confiance. Ce climat a des effets très concrets. Retrait, baisse de coopération, rumeurs, clivage, autocensure, absentéisme, départ, perte de sentiment de sécurité psychologique. Ces effets ne sont pas anodins et ils peuvent durer bien au-delà de la résolution officielle de la situation. Il y a aussi une dimension organisationnelle que l'on oublie souvent. Parfois, l'organisation elle-même fabrique des conditions propices à la maltraitance, des objectifs irréalistes, une absence de régulation, un management par la pression, une mise en concurrence permanente, une ambiguïté des rôles, une culture de tolérance à l'irrespect. Le droit et la jurisprudence prennent de plus en plus en compte cette dimension systémique. Et si personne ne la voit, on va personnaliser un problème qui est aussi structurel. Traiter une relation là où il faudrait aussi interroger une organisation. Alors, maintenant on va voir les 10 erreurs qui aggravent sans que personne ne le veuille. On pense souvent qu'une situation s'aggrave surtout à cause des effets initiaux. C'est parfois vrai, mais très souvent ce qui fait exploser la crise, ce sont les réactions qui suivent. Le silence, la panique, la prise de parti. Le « je connais cette personne, elle ne fera jamais ça ». Le « on va tous s'expliquer tout de suite ». Toutes ces réponses peuvent sembler humaines, pragmatiques ou protectrices. Et pourtant, elles peuvent aggraver profondément la situation. Première erreur. Vouloir faire taire l'onde de choc trop vite. Quand une accusation apparaît, beaucoup d'organisations veulent surtout retrouver du calme. Mais le calme apparent n'est pas la sécurité. Le silence n'est pas l'apaisement. Et le fait que l'équipe ne parle plus n'est pas la preuve que le problème est réglé. Parfois, le collectif se tait parce qu'il a peur, parce qu'il est clivé, parce qu'il ne sait plus ce qu'il a le droit de dire, parce qu'il sent que la direction veut que ça se tasse. Et ce type de silence coûte cher. Il laisse la rumeur travailler. Il fragilise les témoins. Il isole la personne qui signale. Une salariée signale des faits. Quelques jours plus tard, plus personne n'ose parler devant elle. Dans l'équipe, certains se disent qu'il vaut mieux ne pas se mêler de ça. En surface, il y a moins de bruit. En réalité, la peur, la rumeur et la distance se sont installées. Deuxième erreur. Croire que protéger, c'est forcément prendre parti immédiatement. Non. Protéger, ce n'est pas préjuger. Protéger, c'est empêcher que la situation ne se dégrade pendant qu'on clarifie. On peut sécuriser une personne qui se dit atteinte sans proclamer immédiatement la culpabilité de l'autre. On peut préserver la présomption d'innocence sans exposer la personne plaignante à la solitude ou à la pression. On peut tenir les deux. C'est difficile, mais c'est indispensable. Et c'est précisément là que réside la compétence professionnelle. Troisième erreur, moraliser au lieu d'analyser. Quand les émotions montent, les personnes cherchent des raccourcis. Le gentil, le méchant, la victime parfaite, le harceleur évident. Mais dans la réalité, les configurations sont souvent plus complexes. Il peut y avoir de véritables faits de harcèlement,
Il peut y avoir un conflit dur qui a été mal lu. Il peut y avoir un management inadéquat qui a mis tout le monde sous tension. Il peut y avoir des allégations portées dans un contexte d'escalade, de représailles, de lutte de place ou de crise identitaire. Dire cela, ce n'est pas relativiser la souffrance. C'est refuser la simplification paresseuse qui empêche de voir et d'agir correctement. 4e erreur. Convoquer tout le monde ensemble trop tôt. On se dit, on va mettre carte sur table, crever l'abcès, que chacun dise sa vérité. En réalité, dans beaucoup de situations, cela produit l'inverse. Les positions se rigidifient. La personne la plus impressionnée se tait. La personne la plus dominatrice occupe l'espace. Les personnes se censurent. Un manager réunit très vite les 2 personnes concernées et leur dit « Bon, maintenant que vous vous expliquez, ça va aller. Et on va passer à autre chose. » La personne qui se dit atteinte n'ose presque rien dire. L'autre se défend point par point. Le ton monte. Et à la fin, chacun se sent encore plus incompris qu'avant. C'est précisément pour cela que le travail préparatoire, les entretiens séparés et parfois un mode spécial de médiation, la médiation navette, ont tant d'intérêt dans certaines configurations. 5e erreur. Réduire le problème à 2 personnes. Quand un collectif dit « c'est entre eux » ou « qu'ils règlent ça », il oublie que le travail n'est jamais seulement une affaire privée entre 2 personnes, 2 psychismes. Les places, les règles, les circuits de décision, les ambiguïtés hiérarchiques, la pression de performance, l'absence de régulation, l'impunité des incivilités répétées, tout cela, ça compte. Une accusation de harcèlement peut être le point où quelque chose du système organisationnel devient enfin visible. Et si on ne le voit pas, on traitera les symptômes sans jamais toucher la cause. 6e erreur. Laisser le manager seul avec une situation qu'il n'est pas formé à contenir. Le manager est souvent le premier exposé. Il reçoit des bribes, sans l'attention, craint l'erreur, veut être juste. Mais il est parfois pris dans un conflit de rôles impossibles. Soutenir sans prendre parti, agir sans suragir, écouter sans enquêter, protéger sans sanctionner de fait. Et si on le laisse seul avec tout ça, il risque plusieurs maladresses. Minimiser pour garder la main, surcontrôler pour paraître réactif, parler trop vite à la mauvaise personne, chercher une réconciliation forcée. Un manager n'a pas à être juge, thérapeute, enquêteur et médiateur en même temps. Il doit tenir son rôle. Mais il a besoin d'appui, de méthode, et souvent d'un tiers professionnel. 7e erreur, faire de l'enquête un combat de récit au lieu d'un travail de méthode. Une enquête sérieuse, ce n'est pas qui parle le mieux, qui pleure le plus, qui a l'air le plus crédible à première vue. C'est une méthodologie. Recueillir, questionner sans suggérer, chercher des faits, des dates, des éléments, croiser les versions, identifier les incohérences, mais aussi leurs explications possibles, vérifier les supports, limiter les biais cognitifs, structurer un rapport clair. Sans cette rigueur, l'enquête amplifie les dégâts au lieu de les contenir. 3e erreur, croire qu'une absence de qualification efface le problème. Une enquête peut conclure, je parle d'une enquête interne, elle peut conclure que les faits ne permettent pas de caractériser juridiquement un harcèlement. Très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a ni souffrance réelle, ni pratique maladroite, ni dysfonctionnement collectif, ni management pathogène. Si vous vous arrêtez à « ce n'est pas du harcèlement », vous pouvez laisser intacte une situation très abîmée et une mauvaise prise en charge de la crise, même quand les faits ne sont pas juridiquement qualifiés. Cela reste profondément délétère pour les personnes et l'organisation.
Neuvième erreur, croire que sanctionner suffit toujours. Parfois, une sanction est nécessaire. Quand les faits sont établis, il peut y avoir des suites disciplinaires. Et c'est normal, c'est même indispensable. Mais sanctionner n'épuise pas la question. Que fait-on du collectif qui a vu? De l'équipe qui ne se sent plus en sécurité? De la personne qui reste sidérée? De la personne sanctionnée si elle demeure dans l'organisation? Des règles de management qui ont permis que ça arrive? Des circuits qui ont laissé durer? Décider n'est pas réparer. Et souvent, les organisations s'arrêtent à la décision sans jamais commencer la réparation. 10e erreur, oublier les témoins. Les témoins comptent énormément, pas seulement comme source d'information, comme sujets eux aussi touchés. Un témoin peut être pétrifié, culpabilisé, confus, partagé entre loyauté et vérité, terrifié à l'idée d'être exposé, ou au contraire emporté dans une logique de camp. Les oublier, c'est perdre une partie de la réalité humaine et organisationnelle de la situation. Et voilà quelque chose d'important. Un témoin qui se tait n'est pas forcément un témoin qui approuve. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec ce qu'il a vu. Quelqu'un qui a peur d'être mal compris, perçu comme partial, aspiré dans une dynamique qui le dépasse. Si on ne lui offre pas un espace sécurisé pour parler, il gardera ses observations pour lui. Et ces observations peuvent être décisives. Alors, que faire très concrètement quand une accusation apparaît? Première chose, ne pas discuter tout de suite la qualification. On accueille le signalement, on écoute, on précise, on recadre, mais on ne tranche pas dans la minute. La minute, c'est pour accueillir, pas pour conclure. Deuxième chose, revenir aux faits observables, pas aux jugements globaux, pas aux portraits, pas aux étiquettes. On demande qu'est-ce qui s'est passé, quand, combien de fois, devant qui, par quel canal, avec quelles conséquences, y a-t-il eu une alerte, une réponse, une aggravation? La troisième chose, c'est protéger sans préjugés. On peut sécuriser une situation sans avoir encore qualifié définitivement les faits, modifier provisoirement des interactions, clarifier des circuits, limiter certaines expositions, soutenir la personne en difficulté, rappeler un cadre. Ces mesures conservatoires ne sont pas des sanctions, ce sont des protections, et elles sont légitimes dès qu'un signalement sérieux est reçu. Quatrième chose, empêcher l'emballement du collectif. Parce qu'un collectif peut très vite fabriquer soit une omerta, soit un tribunal parallèle. Dans les deux cas, cela abîme encore plus la recherche de vérité et les possibilités de sortie. Et la posture d'ensemble, celle qui tient tout ensemble, c'est ceci. Il faut protéger la parole sans la sanctuariser d'emblée comme preuve suffisante. Il faut respecter la personne mise en cause sans neutraliser la gravité possible des faits. Il faut comprendre la souffrance sans renoncer à l'examen des faits. Il faut penser l'individuel, mais aussi l'interactionnel, le managérial et parfois le structurel. Cette posture est exigeante. Elle demande d'accepter l'inconfort de l'incertitude. Et c'est précisément cette capacité à tenir la complexité sans la résoudre trop vite qui fait la différence entre une gestion compétente et une gestion qui aggrave. Alors, 4 repères pour ne pas aggraver. D'abord, nommer proprement les choses. Allégation, fait, effet, qualification, protection, décision, restauration. Chaque mot a une fonction. Quand on mélange tout, on produit de la violence supplémentaire. Le vocabulaire n'est pas anodin dans ces situations. Il structure la pensée, donc il structure l'action. Ensuite, séquencer. Il y a un temps pour accueillir, un temps pour protéger, un temps pour éclaircir, un temps pour décider, un temps pour restaurer.
Tout faire en même temps est presque toujours une erreur. Ces séquences ont une logique. Les respecter, c'est gagner en efficacité et en humanité. Ensuite encore, différencier les rôles. Le manager n'est pas l'enquêteur. L'enquêteur n'est pas le médiateur n'est pas le décideur disciplinaire, le collectif n'est pas un jury populaire. Quand les rôles sont mélangés, les personnes sont exposées à des conflits de loyauté qui les paralysent et les exposent. Enfin, gardez un regard pluriel, psychologique, juridique, relationnel, managérial et structurel. C'est souvent cela qui manque. La capacité à comprendre qu'une crise de harcèlement allégué est à la fois une affaire de faits, d'effets, de personnes, d'organisation et de traitement. Alors si vous êtes confronté à une accusation de harcèlement, ne commencez ni par débattre, ni par convaincre, ni par vous justifier. Commencez par une chronologie factuelle en 4 colonnes. Première colonne, les faits précis. Deuxième colonne, fréquence et date. Troisième colonne, témoins, traces, supports éventuels. Quatrième colonne, effets observables sur le travail, la santé, les relations, le collectif. Ce simple outil permet déjà de sortir un peu de la sidération, des récits absolus, des réactions de camp. Il ne remplace pas l'analyse, mais il la rend possible. Et posez à votre équipe de pilotage cette question. Qu'est-ce que nous sommes en train d'ajouter à la crise sans nous en rendre compte? Puis cherchez 4 réponses possibles. Du silence, de la confusion, de la pression, de la précipitation. Cette question seule permet souvent de sortir du réflexe défensif et de reprendre un peu de lucidité. Si vous sentez que la situation devient confuse, polarisée, émotionnellement très chargée, et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à chercher une aide professionnelle extérieure. N'hésitez pas à nous contacter chez Rezovco. Nous proposons des accompagnements personnalisés en coaching et médiation qui vous aident à faire une analyse en profondeur. Pour plus d'informations, www.rezovco.fr. Si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était quand l'accusation surgit, ce qui bascule, ce qui aggrave, et comment ne pas devenir acteur de la crise. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, retrouvez la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.rezovco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.rezovco.fr. Rezovco, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le. Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Rezovco.